Son Excellence de l'Irlande. L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de Son Excellence Muhammad Yunus, conseiller en chef du gouvernement intérimaire de la République populaire du Bangladesh. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole face à l'Assemblée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manonio. Salam alaikum, bonjour. Madame la Présidente, je vous félicite et félicite l'ensemble des États membres à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Cette session revêt une importance toute particulière. Elle nous permet en effet de réfléchir au chemin parcouru ainsi qu'au chemin qu'il nous reste à parcourir. Ces 8 dernières décennies, l'ONU a progressivement étendu son champ d'action, s'est impliquée de plus en plus dans nombre de domaines. Elle joue un rôle indispensable dans la défense de la paix, de la sécurité, la promotion des droits humains, l'amélioration des vies partout dans le monde, la défense de la justice, de l'équité, de l'égalité. Grâce à l'ONU aujourd'hui, plus de 130 millions de personnes en situation de vulnérabilité dans 120 pays bénéficient d'un soutien humanitaire et alimentaire urgent. Près de 45% des enfants dans le monde sont vaccinés grâce aux efforts de l'organisation. Ces institutions sont aux côtés des populations en détresse, fournissant vivres, eau propre, assainissement, vaccins et autres services vitaux aux 4 coins du monde. Dans le même temps, nous sommes aussi témoins des limites qui sont celles de l'ONU à l'heure de régler les conflits entre États et de s'attaquer aux grands défis du monde. Mais, dans l'ensemble, son rôle a été extrêmement positif, bénéfique pour l'humanité. Madame la Présidente, l'année dernière, en cette auguste assemblée, je m'adressais à vous au nom d'un pays qui venait d'être le théâtre d'un soulèvement populaire. J'avais alors partagé avec vous nos aspirations à la transformation. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire à quel point nous avons progressé. Pour chaque 100 personnes qui vivent sur la planète, près de 3 vivent au Bangladesh. Mais ce ne sont pas ces chiffres qui font l'importance de notre pays, pas plus que sa situation géopolitique. Si notre histoire est importante, c'est parce qu'elle vient nous rappeler le pouvoir extraordinaire de personnes ordinaires. Notre histoire a son importance parce qu'elle suscite l'espoir des nations partout, à savoir que peu importe l'ampleur de la crise, que la solution semble impossible à trouver, il est toujours possible de se relever. Madame la Présidente, le Bangladesh a vu le jour en 1971, au terme d'une lutte sanglante pour l'égalité, la dignité humaine et la justice sociale. Et pourtant, ces droits pour lesquels nous avons versé tant de sang, ces libertés pour lesquelles nous avons tant sacrifié, ont été refusés encore et encore ces 5 dernières décennies. Mu par nos jeunes, le peuple du Bangladesh n'a cessé de se relever, subissant les sacrifices pour récupérer ses droits. Cette année, nous avons célébré le 1er anniversaire du soulèvement de juillet. Ce sont nos jeunes qui se sont levés, qui ont vaincu la tyrannie. Ce sont nos jeunes qui ont ouvert le chemin vers l'édification d'une nouvelle société juste et égale,
C'est sur mes épaules qu'a été placée la responsabilité de porter cette vision avec mes collègues. L'on nous a demandé de rebâtir une économie dévastée, ce qui a exigé ni plus ni moins que des réformes institutionnelles en profondeur. Nous aurions pu choisir la facilité, avoir des réformes imposées par ordonnance. Au contraire, nous avons choisi la difficulté des réformes ancrées dans l'inclusion et pérennisées grâce au consensus. Nous avons fait le choix de la pérennité. Notre objectif est clair: créer un ordre démocratique reposant sur un pouvoir équilibré, empêchant le retour de quelque autocrate que ce soit, empêchant à tout dirigeant élu de détruire la démocratie. Un ordre dans lequel ceux qui sont censés protéger le peuple le fassent réellement. Pour ce faire, nous avons instauré des commissions indépendantes, 11 pour être plus précis, chargées de la gouvernance, du pouvoir judiciaire, des élections, de l'administration publique, de l'application de la loi, de la lutte contre la corruption, de la préservation des droits des femmes, entre autres. Ces commissions ont tenu des consultations avec les citoyens, ont travaillé dur et proposé des réformes. Pour pérenniser ces réformes, nous avons créé une commission nationale du consensus, rassemblant plus de 30 partis politiques et coalitions. Son objectif était simple et pourtant historique: prendre ensemble un engagement qui transcende les divisions partisanes. Cet effort a porté ses fruits. À l'occasion du premier anniversaire du soulèvement de juillet, nous nous sommes tenus ensemble, côte à côte, et avons lancé la déclaration de juillet, un engagement limité dans le temps pour réformer le pays. Donc, quiconque remporterait les élections, le processus de réforme ne cesserait pas, ne pourrait pas être détricoté. À présent, alors que nous préparons les élections prévues en février de l'année prochaine, nous demeurons déterminés, poursuivons les réformes qui placent les citoyens en leur cœur. Notre boussole est claire: transparence, responsabilité, état de droit. Madame la Présidente, quelques semaines après avoir pris mes fonctions l'année dernière, j'ai convié le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies au Bangladesh. La tâche était claire: il s'agissait d'enquêter, de documenter les violations des droits humains et les atrocités commises par le régime autocrate vaincu. L'équipe a procédé à des enquêtes sur le terrain et a présenté un rapport circonstancié. Parallèlement à ces conclusions, ils ont formulé des recommandations importantes pour éviter la répétition de tels crimes. Nous avons intégré ces recommandations à notre programme de réforme nationale. Avant même la dernière session de l'Assemblée générale, le Bangladesh a accédé à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Nous sommes à présent en train de rédiger les textes de loi nécessaires afin d'appliquer ces dispositions dans le pays. Nous avons aussi rejoint le protocole facultatif à la Convention contre la torture cette année et nous nous efforçons de mettre en place un mécanisme national indépendant destiné à prévenir la torture, conformément aux dispositions de ce texte. Pour passer d'un système autoritaire répressif à l'ordre démocratique qui protège les droits humains, nous avons aussi autorisé une mission de 3 ans du haut-commissaire aux droits de l'homme au Bangladesh. Cette mission s'est déjà mise à la tâche, fournissant un soutien technique à notre pays afin de nous doter de garde-fous durables et solides. Ces mesures reflètent les aspirations de notre peuple. Ces aspirations sont claires: bâtir une société démocratique, inclusive et pluraliste. Madame la Présidente, au cœur de notre stratégie de développement résident 3 principes directeurs: la bonne gouvernance, l'inclusion sociale et le développement durable. Nous avons tiré les enseignements amers des 15 dernières années et avons déduit qu'en l'absence de responsabilité, le développement n'est que temporaire. En l'absence de responsabilité, le développement est fragile. Les projets autour d'infrastructures reposant sur la corruption et les intérêts politiques restreints sont non seulement une charge pour l'économie, mais ne permettent pas de servir le peuple. Lorsque nous assumons nos responsabilités, nous constatons l'ampleur de la corruption, les vols de ressources publiques. Nous avons constaté les vulnérabilités économiques qui en découlaient.
Nous sommes déterminés à mettre un terme à ces pratiques pour que le développement ne soit plus jamais utilisé comme une excuse pour piller la richesse de notre peuple. Pour stabiliser notre économie fragile, nous avons pris des mesures de réforme difficiles mais nécessaires. Parmi les mesures les plus importantes figurent celles qui concernent le système de collecte des recettes. Pour la première fois, une loi a été adoptée pour séparer les instances décisionnaires des autorités chargées d'appliquer ces dispositions. Il s'agit ainsi d'améliorer la transparence et l'application du principe de responsabilité et d'élargir notre assiette fiscale. Et les recettes que nous dégageons ces mesures sont pleinement alignées avec l'engagement de Séville adopté à la 4e conférence sur le financement du développement. Le Bangladesh s'efforce de procéder à des réformes dans le droit fil de l'engagement de Séville et nous espérons que les pays développés feront de même au titre de cet engagement collectif. Nous pensons aussi que la réforme des processus décisionnels et de la gouvernance des institutions financières mondiales s'impose urgemment. Tout aussi important, nous devons disposer d'un cadre inclusif de coopération fiscale internationale, de mesures mondiales coordonnées pour lutter contre les flux financiers illicites et la corruption. Nous devons renforcer la coopération internationale pour assurer la récupération des avoirs volés et illicites. Madame la Présidente, récupérer ces avoirs illicites volés à notre pays est désormais une de nos premières priorités. Ces 15 dernières années, des milliards de dollars ont été siphonnés du fait de la corruption. Nous nous efforçons maintenant de récupérer cet argent parti à l'étranger. Pourtant, les processus juridiques dans les pays concernés et d'autres obstacles entravent nos efforts. En l'absence d'un engagement politique sincère du côté des pays concernés, nous ne pourrons pas récupérer ces avoirs. Le système financier mondial actuel n'a pas permis d'empêcher le transfert illicite des ressources en provenance de pays en développement. Dans certains cas, ce sont les règles mêmes des institutions financières internationales qui ont permis le mouvement de vastes quantités d'argent illégal vers des paradis fiscaux partout dans le monde. Je demande aux pays et aux institutions qui ont récupéré ces avoirs volés de ne pas être complices de ce crime. Restituer ces richesses à leurs propriétaires, les agriculteurs, les travailleurs, les contribuables ordinaires. Je propose l'adoption et la mise en œuvre d'une réglementation internationale solide pour éviter le pillage des ressources des pays en développement et pour garantir la restitution de ces avoirs lorsqu'ils sont volés. Madame la Présidente, parallèlement à ces réformes historiques, nous avons introduit un taux de change basé sur le marché, ramené la discipline et la stabilité dans le secteur bancaire au travers de l'examen de la qualité des avoirs. Nous avons adopté une ordonnance sur le secteur bancaire et une ordonnance sur la protection des dépôts. Nous avons modernisé le système de contrôle du marché des capitales et renforcé le système d'enquête. En ce qui concerne les marchés publics, nous appliquons des procédures électroniques. Les conflits d'intérêts doivent être divulgués. Une ordonnance sur les comptes publics a aussi été adoptée qui améliore la responsabilité. Notre objectif n'est pas simplement la stabilité financière, mais la création d'un environnement propice à l'investissement. Le guichet unique du Bangladesh rassemble maintenant 19 institutions qui visent à simplifier les procédures douanières. Des tribunaux commerciaux spécialisés ont été créés pour accélérer le règlement des différends. L'autorité en charge du développement d'investissement a créé un comité de coordination qui permet de fournir un guichet unique des services et des organes de réglementation en un même endroit, ce qui facilite la délivrance des visas et des permis de travail. La carte de l'IED et une équipe spéciale en charge des semi-conducteurs fournissent maintenant des informations transparentes sur les secteurs recelant le plus fort potentiel. La logistique commerciale s'est aussi améliorée. Année après année, la gestion des conteneurs au port de Chattogram progresse. Nous avons atteint 27,6% en août, ce qui atteste de cette nouvelle efficacité. Ces initiatives renforcent la gouvernance économique et rendent les investissements plus sûrs. Le Bangladesh connaît maintenant
une nouvelle phase de croissance durable et inclusive. Ces progrès n'auraient pas été possibles sans la contribution extraordinaire de nos travailleurs migrants. Mois après mois, ils envoient des quantités de renvoi de fonds records grâce à leur dur labeur à l'étranger. Leur contribution est non seulement vitale pour le Bangladesh, mais elle est aussi précieuse pour les pays d'accueil, où ils fournissent des services essentiels particulièrement demandés. Les migrations sont donc bénéfiques à toutes les parties. Ces migrations sont bonnes pour nous et bonnes pour eux. Nous poursuivons aussi la réforme du droit du travail, conformément aux engagements que nous avons contractés. Une commission a déjà été constituée afin d'appliquer les recommandations découlant de la commission indépendante chargée de réformer le secteur du travail. Des amendements à la loi relative au travail sont en phase d'élaboration qui prévoit un enregistrement facilité des syndicats, des congés maternité plus longs, une protection sociale améliorée pour les travailleurs des secteurs formels et informels. Un processus d'enregistrement en ligne des syndicats a été lancé et d'autres simplifications sont envisagées. Signe notre engagement en faveur des droits des travailleurs, nous avons aussi signé la charte du centre de l'OCI pour le travail. Pour toutes ces raisons, nous soutenons vigoureusement l'immigration surordonnée et régulière. Nous demandons à tous les pays qui accueillent des travailleurs migrants de veiller à ce que la protection leur soit offerte et à ce qu'ils bénéficient de l'empathie. Les pays développés sont confrontés à une population vieillissante. Le Bangladesh, lui, est béni. Plus de 60% de notre population a moins de 35 ans. Si les voies de migration sont ouvertes, nous avons tous et toutes à y gagner. En tirant parti de la force de nos jeunes, nous pouvons répondre aux besoins des pays développés dans le secteur du travail, tout en offrant des débouchés à notre peuple. Madame la Présidente, les jeunes du Bangladesh ont déjà montré qu'ils étaient un moteur de changement social. Nous investissons dans leurs compétences, dans les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, l'énergie renouvelable et l'innovation verte. Notre objectif est clair. Faire de chacun de nos jeunes non seulement un demandeur d'emploi, mais aussi un créateur d'emplois. À cet effet, en partenariat avec l'ONU, nous lançons une plateforme permanente visant à connecter les jeunes à la base et les décideurs politiques au plus haut niveau de notre gouvernement. Partout dans le pays, des consultations ont déjà été lancées. Les jeunes d'aujourd'hui veulent être directement liés à leurs représentants, du niveau local au niveau national, au travers de forums en ligne et hors ligne, au travers d'enquêtes, de campagnes. Ils exigent davantage de possibilités de prendre les choses en main, d'acquérir des compétences, de se former dans le secteur du numérique. Ils demandent davantage de responsabilités, des progrès, des rapports sur les progrès et un dialogue continu. Ils insistent avant tout et surtout sur l'inclusivité du processus, lequel doit donner suffisamment de place aux femmes, aux minorités, aux personnes handicapées et aux groupes marginalisés. Cette année revêt une importance particulière en ce qui concerne la politique relative aux jeunes. Nous célébrons en effet le 30e anniversaire du Programme mondial d'action pour la jeunesse. Cet anniversaire n'est pas simplement une occasion qui nous est donnée de relever les défis de la jeunesse d'aujourd'hui, mais d'anticiper les crises de demain et de commencer à envisager des solutions. Alors que nous vivons dans un monde où la technologie évolue rapidement, nous sommes particulièrement préoccupés par la fracture numérique croissante pour les jeunes dans les pays en développement. Le calcul quantique, l'intelligence artificielle, les grands modèles de langage, les systèmes de communication modernes ne doivent pas être biaisés. Leurs bénéfices doivent être partagés équitablement entre toutes et tous. Dans le cas contraire, nous risquons de créer une génération qui se retrouvera exclue, marginalisée, victime d'un traitement inique. Cette génération sera vulnérable
face à toutes les tentations nuisibles, pour préserver les jeunes de ce risque, pour diffuser les avantages de la technologie pour toutes et tous, l'innovation technique à elle seule ne suffit pas. Nous avons besoin d'innovation sociale. Il y a près de 50 ans, nous avons lancé l'idée du microcrédit. À l'époque, il s'agissait d'une expérience radicale qui allait à l'encontre de la sagesse traditionnelle. Aujourd'hui, il s'agit d'un outil dont l'on reconnaît qu'il a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Aux États-Unis, par exemple, Grameen America a décaissé plus de 6,2 milliards de dollars au bénéfice de femmes entrepreneuses à faible revenu. Les taux de remboursement atteignent presque 100%. Aujourd'hui au Bangladesh et partout dans le monde, nous défendons l'idée des entreprises sociales. Un type d'entreprise où les bénéfices sont intégralement réinvestis pour le bien social. Ces entreprises sociales nous ont montré que l'esprit d'entrepreneuriat de chaque être humain peut être utilisé pour le bien de la société, pour régler les problèmes sociaux. L'humanité se voit ainsi offrir un moyen de relever tous les défis: dégradation de l'environnement, concentration des richesses, soins de santé, chômage, pauvreté. Il s'agit d'une solution qui est réalisable, qui peut être pérenne partout. Madame la Présidente, dans le cadre de la lutte contre la crise climatique, l'objectif de limiter l'augmentation des températures mondiales à 1,5 degré nous échappe déjà. La promesse de verser chaque année 100 milliards des financements climatiques n'est pas respectée. Pire encore, les montants minimes qui sont décaissés sont bien souvent bien inférieurs à ce qui est annoncé. C'est inacceptable. Il en va de l'avenir de nos enfants, nous devons agir maintenant. Le fonds pertes et préjudices doit être opérationnel. Les efforts déployés pour atténuer les changements climatiques doivent être intensifiés. Mais l'adaptation doit aussi être prioritaire. L'adaptation doit être déterminée au niveau local, menée au niveau local, gérée au niveau local. Le Bangladesh a déjà embrassé le concept d'adaptation au niveau local. À la prochaine COP 30, nous annoncerons notre 3e contribution déterminée au niveau national. Celle-ci inclura des objectifs en matière d'atténuation et d'adaptation. L'accent sera tout particulièrement mis sur la protection des mangroves et la restauration des zones humides. Dans le même temps, nous attendons de la communauté mondiale et en particulier des pays qui émettent tout particulièrement qu'ils respectent leurs engagements et assument leurs responsabilités avec sincérité. Madame la Présidente, il est un autre grand défi de notre temps. Je veux parler de la montée en puissance du protectionnisme dans le domaine du commerce mondial. De notre vivant, nous avons vu à quel point le commerce et la mondialisation permettaient de faire sortir des milliards de personnes de la pauvreté en l'espace d'à peine 30 ans. Si nous revenons maintenant en arrière, nos enfants seront privés de cette possibilité. Il est indéniable que dans le domaine du commerce, les intérêts de chaque nation doivent être préservés. Aucun pays ne devrait être contraint de supporter un fardeau dépassant ses capacités. Mais pour le bien de la paix et de la prospérité dans le monde, nous n'avons d'autre alternative que le système commercial ouvert, équitable, fondé sur les règles. Nous devons aussi élargir le rôle des entreprises sociales dans le commerce mondial. L'aide au développement doit bénéficier à ces entreprises sociales. De par le monde, la génération a vu comment des économies interdépendantes signifiaient un conflit trop coûteux et pouvaient permettre de préserver la paix. Aujourd'hui, plus de 120 conflits armés font rage dans le monde. Si l'interdépendance économique s'effondre, ces conflits non seulement se multiplieront, mais le développement stoppera et la paix sera détruite. Madame la Présidente, le conflit en cours dans le pays voisin du Myanmar a créé une situation qui est source de vives préoccupations pour toute la région.
Ce conflit menace non seulement la stabilité régionale, mais aussi les perspectives d'un retour en toute sécurité des Rohingyas déplacés de force et accueillis au Bangladesh. 8 ans après le début de la crise, aucune solution ne semble se dessiner. Le Bangladesh est aussi confronté à un flux régulier de Rohingyas en quête de protection. De toute évidence, la privation des droits, les persécutions des Rohingyas du fait d'une politique reposant sur l'identité culturelle se poursuit dans l'État rakhine. Inverser ce processus de marginalisation est indispensable maintenant. La plupart des politiques, des pratiques discriminatoires qui les rendent vulnérables peuvent être inversées. Des mesures correctives peuvent être adoptées sans attendre un règlement national politique d'ensemble au Myanmar. Nous devons trouver une solution politique aux problèmes dans l'État rakhine en impliquant les parties prenantes, des groupes ethniques pour que les Rohingyas puissent faire partie de la société d'État rakhine et jouir d'autant de droits que les citoyens. Pour ce faire, un programme de rapatriement durable, sûr et sécure est nécessaire pour restaurer leurs droits et leur permettre de se réinsérer dans la dignité. Le Bangladesh est la deuxième victime de cette crise après les Rohingyas persécutés. Et pourtant, n'oublions pas que la crise des Rohingyas n'est pas un simple problème bilatéral qui nous oppose au Myanmar. Le Bangladesh assume sa part des obligations qui lui reviennent en tant que voisin responsable et membre engagé de la communauté internationale. Mais notre objectif collectif, à savoir maintenir un niveau de vie minimum dans les camps, est menacé étant donné la crise des financements. Le PAM nous a mis en garde face à la pénurie de financement pour la réponse d'urgence. En l'absence de nouveaux financements urgents, les rations mensuelles pourraient être réduites de moitié pour atteindre à peine $6 par personne, ce qui signifierait plonger les Rohingyas dans la faim, la malnutrition, ce qui pourrait aussi les pousser à prendre des mesures désespérées. Les coupes supplémentaires ne manqueront pas d'exacerber les risques de protection et sécuritaire qui pourraient avoir des répercussions au-delà des camps. J'en appelle donc aux donateurs afin qu'ils revoient à la hausse les contributions. Je demande aussi aux donateurs potentiels d'annoncer des contributions généreuses pour prévenir cette catastrophe. La communauté internationale, au-delà du financement de l'aide humanitaire, doit exercer des pressions sur le Myanmar et l'acteur non étatique dans l'État rakhine pour que les choses changent, pour trouver urgemment des solutions politiques. Les pays voisins doivent assumer leurs responsabilités. Le Bangladesh restera disponible et prêt à prêter assistance pour stabiliser la situation dans l'État rakhine, alors que la communauté internationale se met d'accord sur les mesures à prendre. Le Bangladesh attend de la conférence de haut niveau prévue le 30 septembre qu'elle galvanise la détermination de la communauté internationale et aboutisse à un soutien international pour les Rohingyas. La priorité des priorités devant être de trouver des financements diversifiés supplémentaires. Parallèlement, nous devons trouver un accord sur la prise de mesures limitées dans le temps, dans le cadre d'une feuille de route mondiale tendant vers une solution permanente à la crise des Rohingyas. Madame la Présidente, cette année, les conflits entachent la quasi-totalité des pays du monde, l'Europe, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient. Nous vivons dans la région la plus densément peuplée du monde. Nulle part ailleurs trouvons-nous tant d'États dotés de l'arme nucléaire, si proches les uns des autres. C'est la raison pour laquelle, au Bangladesh, nous ne comprenons que trop bien à quel point il est urgent de désarmer et de prévenir la prolifération nucléaire. Nous demandons le relancement des traités de maîtrise des armements mondiaux qui se sont affaiblis au fil du temps. Nous renouvelons notre appel en faveur de l'établissement de zones exemptes d'armes nucléaires, en particulier au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Dans le même temps, nous réaffirmons le droit de chaque nation à utiliser l'énergie nucléaire pacifique en toute transparence. En tant que nation responsable, avant même d'avoir lancé la construction de notre première centrale nucléaire, le Bangladesh, cette année, a accédé à la Convention conjointe sur la sûreté, la gestion des carburants et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs de l'AIEA. Ce faisant, nous réaffirmons
notre attachement aux normes les plus élevées de sécurité et de transparence nucléaire. Madame la Présidente, j'ai toujours parlé la langue de l'espoir. Je ne crois pas dans l'action mue par la peur. Mais aujourd'hui, je dois me départir de cette habitude parce que la situation est inquiétante. Je me dois lancer une mise en garde. Le nationalisme extrême progresse. Géopolitique s'alimente de la souffrance d'autrui. L'indifférence face à la douleur humaine détruit le progrès de l'humanité. Et cette tragédie n'est nulle part plus visible qu'à Gaza. Les enfants y meurent de faim. Des civils sont tués de manière aveugle. Des quartiers tout entiers, des hôpitaux, des écoles sont rasés. Nous sommes d'accord avec la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU. Nous sommes bel et bien ici face à un génocide. Malheureusement, au nom de l'humanité, nous ne faisons pas suffisamment pour y mettre un terme. S'il se poursuit, ni les générations futures, ni l'histoire ne nous pardonneront. Au nom du peuple du Bangladesh et des citoyens consciencieux du monde, une fois encore, je vous lance un appel vigoureux. La solution à deux États doit être mise en œuvre maintenant au travers de l'État indépendant de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale. Cet État devra être créé sur la base des frontières antérieures à 1967, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte, en paix. Ce n'est qu'ainsi que la justice pourra être rendue. Madame la Présidente, au Bangladesh, nous estimons que nous devons bâtir une culture de la paix, une culture qui repose sur les valeurs de tolérance, de non-violence, du dialogue et de la coopération à tous les niveaux de la société. Depuis plus de 35 ans, le Bangladesh est au nombre des principaux contributeurs du maintien de la paix des Nations Unies. Ceci atteste de notre attachement indéfectible à la paix et à la sécurité mondiale. Aujourd'hui encore, près de 6000 casques bleus du Bangladesh servent dans certaines des régions les plus instables du monde. Sous le drapeau de l'ONU, 168 de nos casques bleus ont consenti le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions. Les recherches menées ne cessent de montrer que les missions de maintien de la paix de l'ONU sont plus durables et plus efficaces que les interventions unilatérales. Par conséquent, nous demandons des mandats clairs, réalisables et des financements adéquats pour les opérations de maintien de la paix. Nous devons aussi accorder la priorité la plus élevée à la sécurité des casques bleus et veiller à ce que ceux qui se rendent coupables de crimes à leur encontre rendent des comptes. Le Bangladesh promeut aussi activement le multilinguisme au niveau national et international. Nous estimons en effet que la diversité linguistique et culturelle participe de la compréhension mutuelle. Au XXIe siècle, la haine, l'intolérance, le racisme, la xénophobie ou l'islamophobie n'ont pas leur place dans nos sociétés. Et pourtant, aujourd'hui, la désinformation et les discours de haine sont source de vives préoccupations. Dans le sillage du soulèvement populaire de l'année dernière au Bangladesh, certains groupes d'intérêt ont délibérément diffusé des infox. Cette désinformation se poursuit alors que je vous parle. Le problème est aggravé par l'utilisation délibérée des fausses informations et des deepfakes, avec l'intelligence artificielle, qui signifie un danger plus grand encore. Nous devons agir ensemble pour lutter contre cette distorsion des faits avant qu'elle ne sape la confiance entre les peuples et n'affaiblisse les liens sur lesquels repose l'harmonie sociale. Madame la Présidente, une de nos priorités est l'autonomisation des femmes. Pour reprendre notre poète Qazi Nazrul Islam, ce que le monde a de grand, de bon, de durable, a été pour moitié créé par les femmes et par l'autre moitié par les hommes. En réalité,
Dans bien des domaines importants d'aujourd'hui, la contribution des femmes est bien plus importante encore. Ce mois-ci, pour la première fois, le Bangladesh a publié un document sur la production des ménages non rémunérés. Ce rapport nous montre que les femmes représentent 85% du travail de soins non rémunéré, du travail réalisé dans les ménages, soit plus de 16% de notre PIB. En dépit des obstacles, nos filles réussissent partout, dans les écoles, dans les universités, les laboratoires, dans le sport. Récemment, notre équipe de football féminine a gagné un championnat régional. Elle s'est qualifiée au niveau inter-Asie, inspirant des millions d'autres filles dans le pays. Les efforts déployés par mon gouvernement pour garantir la sûreté, la dignité et l'égalité de chance pour les femmes se poursuivent. Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration de Beijing. À cette occasion, nous avons renforcé notre détermination à œuvrer pour l'autonomisation des femmes et avons annoncé 4 engagements nationaux au titre du programme d'action Beijing plus 30. Des mesures qui seront mises sur les 5 années à venir. Il s'agit notamment d'adopter une loi pour prévenir et protéger contre le harcèlement sexuel, de reconnaître, de valoriser le travail réalisé par les femmes sans rémunération au sein de leur foyer, améliorer la participation des femmes à la vie politique et publique et renforcer la budgétisation tenant compte des considérations de genre. Madame la Présidente. আঞ্চলিক সহযোগিতায় Le Bangladesh est profondément attaché à la coopération régionale, fondée sur le respect mutuel, la transparence, la prospérité partagée. Par le truchement d'initiatives telles que BIMSTEC, BBIN, l'autoroute d'Asie, SASEC, nous cherchons à promouvoir la connectivité et le commerce régional. Parallèlement, nous avons dit que nous étions prêts à rejoindre des forums régionaux efficaces à l'instar de l'ASEAN et nous avançons vers cet objectif. Nous appelons également de nos voeux la revitalisation de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale. Créée il y a 40 ans, cette association a fait des progrès notables ces premières années et a jeté les fondements d'une coopération régionale robuste. Malgré l'impasse politique, la structure institutionnelle reste intacte et nous estimons qu'elle pourrait garantir le bien-être de centaines de millions de personnes dans la région, comme l'ASEAN l'a également fait. Pour parvenir au développement pour tous et toutes, rien ne peut remplacer la coopération régionale entre voisins. Et s'agissant de l'utilisation des ressources naturelles communes, les principes directeurs doivent être ceux de l'équité et de la compassion. Le Bangladesh est profondément attaché à la coopération régionale pacifique en la matière. Voilà pourquoi nous avons été le premier pays d'Asie du Sud à rejoindre officiellement la Convention des Nations Unies sur l'eau. Madame la Présidente, des siècles d'exploitation politique, de pillage des ressources, d'inégalités structurelles ont provoqué les inégalités de développement actuelles. Il y a 10 ans, lorsque nous sommes convenus du programme 2030, nous étions emplis d'espoir que le monde puisse changer de cap et avancer sur la bonne voie. Or, la réalité actuelle est bien morose. Les progrès dans la réalisation des ODD accusent un grave retard. Le déficit de financement du développement ne cesse de se creuser alors que le flux d'APD diminue. Nous exhortons les bailleurs de fonds à inverser cette tendance et à honorer les engagements pris. Nous sommes en train de quitter la catégorie des pays moins avancés et entrer dans la catégorie des pays en développement. La coopération renforcée de la part de la communauté internationale, notamment des entités pertinentes des Nations Unies, est absolument essentielle pour garantir une transition durable tout en douceur. Et à ce sujet, nous saluons l'action du bureau de la haute représentante pour les PDSL et autres entités des Nations Unies. Nous appelons un renforcement de son bureau pour apporter un soutien plus efficace aux PMA et autres pays vulnérables. Parallèlement, en plus des subventions et des prêts, nous appelons de nos voeux une expansion massive des entreprises sociales grâce à des initiatives publiques et privées, ce qui permettra de
bénéficier aux pays bailleurs de fonds et bénéficiaires. Ce sera une source d'inspiration, d'encouragement et portera la créativité humaine vers de nouveaux sommets. Nous saluons la contribution des Nations Unies au progrès et développement du Bangladesh et réitérons notre pleine et entière confiance vis-à-vis des 3 piliers que sont la paix, la sécurité, le développement et les droits humains. Au début de mon allocution, j'ai dit qu'au cours des 80 dernières années, l'ONU a montré à maintes reprises que la diplomatie multilatérale permet à l'humanité de vivre dans l'harmonie. À l'occasion de ce 80e anniversaire, force nous est de reconnaître que la diplomatie multilatérale est sous pression. Les tensions dans les relations bilatérales inégales nous ont montré une fois de plus que le multilatéralisme reste le dernier recours. Afin de préserver les Nations Unies, gardiennes du multilatéralisme, et de préserver leur pertinence et leur dynamisme, nous appelons à la pleine transparence et à un dialogue sincère entre les États membres. Les Nations Unies doivent continuer d'évoluer, de s'adapter pour relever les défis de l'actualité et concrétiser l'aspiration collective en faveur du multilatéralisme. C'est dans cet esprit que nous saluons l'initiative ONU 80 du secrétaire général. Mais que les choses soient claires, la réforme ne peut affaiblir le multilatéralisme ou bâillonner les voies des pays en développement. La réforme doit avoir un seul et unique objectif, susciter un changement réel et positif sur le terrain. Madame la Présidente, l'année dernière, notre population a prouvé que l'injustice dans ce monde n'est nullement éternelle. Nos peuples ont prouvé que le changement non seulement est possible, mais qu'il est inévitable. N'oublions pas que les défis à venir ne pourront être relevés par un seul pays. Et gardons à l'esprit que dans le monde d'aujourd'hui, lorsque une nation traverse une crise, lorsqu'une crise éclate dans un endroit du monde, c'est la sécurité du monde entier qui est hypothéquée. Allons de l'avant, bâtissons un monde, le monde des 3-0. Notre jeune génération sera les soldats de ce rêve avec 3 objectifs: 0 carbone, 0 concentration de richesse, 0 chômage. Nous bâtirons le monde sur cette fondation. Rêvons d'un monde aux 3-0. Ce sera le rêve de toutes les nations unies dans cette assemblée. C'est sur cet espoir que je conclus mon allocution. Merci. Au nom de l'Assemblée, je remercie le conseiller en chef du gouvernement intérimaire de la République du Bangladesh,